Bonjour Corinne Lalo, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes une des rares vraies journalistes d'investigation en France. Vous avez été grand reporter à la télé. Vous êtes spécialisé dans le domaine de la santé. Vous avez travaillé minutieusement sur de grandes affaires qui ont marqué notre histoire, à savoir par exemple l'affaire du sang contaminé, l'affaire du nuage de Tchernobyl, celui qui a la bonne idée de faire demi-tour à la frontière. Vous avez travaillé sur la question de la vaccination de l'hépatite B. Vous avez travaillé sur la grippe H1N1 qui en 2008-2009 avait été lancée mais n'a pas vraiment pris. Et vous êtes penché vraiment avec précision sur l'affaire du scandale du Mediator. Est-ce bien ça, Corinne? Est-ce que je vous ai bien présenté? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais est-ce que c'est bien ça? Oui, bah, je suis journaliste donc de télévision, moi, hein, ça fait plusieurs décennies. J'évite de dire combien parce qu'après, ça fait trop. Et je me suis spécialisée dans l'investigation. Et donc, effectivement, plutôt dans les scandales de santé, mais également dans d'autres scandales. J'avais traité le scandale Greenpeace et j'avais aussi traité les Irlandais de Vincennes, pour ceux qui s'en souviennent. Tout le monde s'en souvient pas, mais c'était sous Mitterrand. Et bon, on va pas raconter l'histoire des Irlandais de Vincennes, C'était mais assez scandaleux dans ma mémoire. C'était scandaleux. donc il y a eu l'affaire Greenpeace. Greenpeace, c'était la France sous Mitterrand, là aussi, qui avait mis une bombe sur un bateau de Greenpeace et qui avait fait mettre la bombe par des agents spéciaux, par des espions français, et le bateau était en Nouvelle-Zélande, le bateau de Greenpeace, et il s'apprêtait à aller voguer vers les endroits où la France faisait des essais nucléaires. Donc ça ne plaisait pas aux Français. Et ils ont bombardé, ils ont mis une bombe, quoi. Ils ont fait exploser le bateau. Et malheureusement, il y a eu un journaliste portugais qui est décédé dans l'affaire. Mais les deux espions français se sont fait attraper par les Néo-Zélandais. Et c'est ça qu'on a appelé l'affaire Greenpeace, parce qu'après, le gouvernement français a essayé de cacher l'affaire, de camoufler. Et à l'époque, il y avait quand même une presse qui était plutôt libre. Et le scandale avait été dénoncé par Le Monde, principalement par Le Monde. Le monde était plus libre à l'époque. Oui, le Monde était plus libre. Et moi, je m'étais occupée de cette affaire pour TF1. Parce que j'ai passé la plupart de ma carrière à TF1. J'ai aussi travaillé à TV5 et à France 3. Et Les à Irlandais de l'époque, Vincennes, c'était quoi aussi, les Irlandais de Vincennes? ah, les Irlandais de Vincennes. Alors, les Irlandais de Vincennes, c'était Mitterrand. Et donc, Mitterrand, il avait changé en fait le mode de sécurité, tout l'appareil de sécurité à l'Élysée autour du président. Et c'était des gendarmes avec Proutot qui était arrivé et le fameux capitaine Baril. Et eux remplaçaient la police. Et donc, il y avait une guerre entre les gendarmes et la police. Et les gendarmes avaient dit à Mitterrand, votre police, elle est incapable de vous protéger, nous, on va vous protéger. Donc, Mitterrand avait fait venir les gendarmes avec Proutot et Baril. Et Proutot et Baril, ils avaient besoin de montrer qu'ils étaient très, très efficaces. Hmm. Et pour montrer qu'ils étaient efficaces, il fallait qu'ils arrêtent des terroristes. Et donc, à l'époque, il y avait des problèmes avec les Irlandais, parce que les Irlandais, il y a l'IRA, c'était bon, mais comme ils sont extrêmement manipulés aussi, mais comme ils voulaient montrer qu'ils faisaient des arrestations, ils ont arrêté donc des Irlandais en disant qu'ils étaient en train de préparer un attentat, sauf que, en fait, c'était eux-mêmes, les gendarmes, avec le capitaine Baril, qui ont été accusés par leur informateur, parce qu'ils avaient un informateur, d'avoir déposé des armes dans l'appartement où ils faisaient une perquisition. Vous voyez? C'est ça l'histoire des Irlandais de Vincennes. C'est-à-dire qu'ils voulaient arrêter des terroristes et pour être bien vus, quoi. Sauf que c'est eux-mêmes qui avaient déposé des armes comme preuve à conviction, quoi. C'était une mise en scène. C'était une mise en scène. Mais ça a un peu capoté. Mhm. Et à cette époque, donc, il y avait pas mal d'attentats. Il y avait l'attentat de la rue des Rosiers, il y avait l'attentat de la rue de Rennes, il y avait plein d'attentats. Et donc, moi, j'ai enquêté là-dessus, avec d'autres, hein. Mais ensuite, il y a eu un autre scandale, c'est que Mitterrand avait mis sur écoute à peu près une liste d'une centaine ou 200, enfin 100
à 200 personnalités, enfin 200 personnes, dont des journalistes. Ça fait un scandale. Et dans cette liste, quand la liste est parue, j'ai vu que moi-même, j'étais sur écoute. Donc l'Élysée m'écoutait à l'époque. Et je peux vous dire que j'étais tout jeune journaliste, mais j'étais déjà sur écoute. Donc quand on commence à déranger, eh bien, on est sur écoute. Voilà. Et là, on n'était pas nombreux non plus, hein, sur toute la France, ça faisait 200, mais il avait aussi écouté, il a fait mettre sur écoute Carole Bouquet parce qu'il la courtisait. Vous voyez, mais il y avait aussi d'autres journalistes, hein. Mmh. Voilà, c'est ça l'histoire des Irlandais de Vincennes. Donc j'ai un peu traité toutes ces affaires. Je me souviens de l'affaire des écoutes de l'Élysée. Sans transition, vous êtes donc revenu vers le domaine de la santé, récemment avec cette énorme bible, les perturbateurs endocriniens, tout ce qu'on ne vous dit pas. C'est le grand désordre hormonal et nous allons en parler, dans cette interview. Donc c'est un énorme travail, chapitré, donc qui aborde, bah, tout ce qui peut transformer la nature en profondeur, ce qui est en train de se passer déjà. Et je tiens à préciser aussi pour les amoureux des langues anciennes que je crois que vous venez d'une famille d'hellénistes. C'est bien ça? Parce qu'il y a beaucoup de références, à l'étymologie des mots donc et certains de nos mots viennent évidemment du grec et du Donc latin. oui, non, je viens plutôt d'une famille de latinistes. Mmh. D'ailleurs, je regrette, moi, de ne pas avoir fait du grec. J'ai fait du latin, mais j'ai pas fait de grec. Mmh. Mais bon, ma mère était prof de latin, de français, d'italien. Elle était prof de tout ça. Et effectivement, j'ai le souci d'expliquer à chaque fois l'étymologie. Et comme l'étymologie, c'est souvent grec, bon, bah, je me suis mise un petit peu, pas au grec, mais au moins à l'étymologie. Donner l'étymologie des mots pour qu'on me comprenne. Et que tout le monde comprenne. Une fois qu'on vous donne l'étymologie, vous comprenez. Sinon, vous ne comprenez pas. Exactement. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs, à nos enfants qui portent des prénoms d'origine grecque. Beaucoup de prénoms français sont d'origine grecque. Oui, grec ou latin. Voilà. Grec ou latin. Nous allons passer au PDF. Alors, je vais faire un partage d'écran pour montrer un peu ce travail minutieux, formidable. Partager. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Moi, je le vois, oui. Parfait. Donc, je vous ai laissé la main Je pour peux vous vous aider. dire, par exemple, pourquoi j'ai voulu écrire ce livre sur les perturbateurs endocriniens. Regardez, si on regarde, je vais cliquer. Donc, vous avez fait un travail très minutieux qui a duré combien de temps et qu'est-ce qui l'a motivé en fait, ce travail? Alors, c'est le fruit un peu de tout ce que j'ai fait comme reportage, partout où je suis allée. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important à montrer, de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il y a comme leçon la plus importante à tirer. Et cette leçon, c'est en fait de voir la pollution générale, le bain chimique dans lequel on baigne, donc, et comment en fait en prendre conscience et voir quels sont les effets sur la santé. Alors, moi, j'ai commencé, vous voyez, les livres que j'ai écrits, le premier, c'était le livre noir du médicament. Et c'était les scandales de santé. À l'époque, on dénonce un scandale, ça s'appelle un scandale. Maintenant, vous dénoncez un scandale, on vous traite de complotiste, vous voyez. C'est pour empêcher la dénonciation des scandales, les mots pour discréditer les porteurs de messages. Et donc, le livre noir du médicament, j'expliquais déjà comment le complexe pharmaceutico-industriel avait pris le contrôle des gouvernements et comment justement on en arrivait à ce que, par exemple, l'affaire Mediator se déclenche, mais aussi des choses plus importantes, je dirais, que l'affaire Mediator, c'était la fausse pandémie, la première fausse pandémie qui était en 2009-2010, la pandémie H1N1, qui était Mmh. déjà une fausse pandémie. Et à la suite de cette fausse pandémie, il y a eu plusieurs rapports, dont un rapport du Sénat, mais aussi un rapport international par le Conseil de l'Europe, qui a mis en cause l'OMS et qui a montré comment l'OMS avait failli et comment l'OMS était complètement corrompue et comment l'OMS n'était plus ce qu'elle était. Voilà. Donc ça commence déjà en 2009-2010, la manipulation. Et donc, comme j'ai traité ça dans ce livre, et dans ce livre,
je traite tous les autres scandales, hein, Distilbène, tous les médicaments, les psychotropes, les antidépresseurs dont on parle maintenant. Dans le bouquin, je parle aussi de la pseudoéphédrine, de tous ces médicaments anti-rhume. Je dis dans le bouquin, je les nomme, je dis voilà, il y a tel médicament anti-rhume qui contiennent de la pseudoéphédrine, qui est une espèce de pseudo médicament psychotrope, vous voyez, qui va en fait agir sur le cerveau alors que vous injectez juste un pchit pour le rhume, mais ça a un effet psychiatrique, voilà. Et donc, eh bien, ça, je le dénonçais déjà en 2011, et ces médicaments, finalement, ont été interdits à la vente libre il y a 2 mois seulement, vous voyez? Il y a 2 mois, donc depuis 2011 à 2020, fin 24, début 2025, les gens ont continué à prendre ce médicament, à prendre des risques pour leur santé, pour le cœur, pour, le cerveau, parce que ça se terminait avec quelquefois avec des hémorragies cérébrales, hein, donc c'était pas rien. Eh bien, donc déjà, toute cette mainmise du complexe pharmaceutique est décrite dans ce livre. Donc c'est pas nouveau. La pandémie de 2020, c'est pas que je l'attendais. Je me doutais qu'elle arriverait parce que ce qui a été fait en 2011, 2009-2010, pardon, parce que j'ai écrit le livre en 2011, ils allaient le refaire. C'était évident qu'ils allaient le refaire. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Donc Vous disiez d'ailleurs dans une très bonne, conférence qu'en 2009-2010, les médias n'étaient pas suffisamment prêts ou infiltrés. oui, parce que, à l'époque, à TF1, j'avais pu faire un reportage, pour montrer les mensonges de l'OMS. Mmh. Donc on pouvait encore, je dis pas que ça a été très facile, mais quand on s'accrochait, quand on vraiment voulait, on pouvait y arriver. Mais ça demandait beaucoup d'énergie. Mais on pouvait encore. Et ce qui se passe, c'est que, depuis une vingtaine d'années, mais bon, il y a eu une, prise en main des médias, donc de la liberté d'informer et de la liberté d'expression, et il y a une régression, drastique de cette liberté d'informer, avec l'apparition des fact-checkers qui sont financés par les labos, ouais, avec les réseaux sociaux qui de façon, outrancière, ont empêché la liberté d'expression, et donc ont entraîné beaucoup de morts. Parce que quand vous empêchez un médecin de dire: «Bah, écoutez, on peut soigner, telle maladie, par exemple avec un anticoagulant», ce qui était le cas avec le Covid, eh bien, si vous empêchez le médecin de le dire et que vous dites aux gens, «Bon, allez prendre du Doliprane», qui au contraire aggrave la maladie, voyez? Eh bien, vous avez du sang sur les mains. Vous avez des morts sur la conscience. Alors Mmh. actuellement, heu, Mark Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, a fait demi-tour. Alors il a tourné kazakh. Il a tourné avec le vent parce que comme Trump a été élu, il a compris que, comme il dépend toujours et beaucoup, du bon vouloir du gouvernement américain et de l'argent du gouvernement américain, il a compris qu'il lui restait plus qu'une chose à faire, c'était faire amende honorable sur la censure. Ça ne veut pas dire qu'il va arrêter complètement, il ne faut pas être naïf, mais il a été obligé de dire: «OK, heu, on a censuré, tout ce qui n'était pas, heu, adoubé par l'OMS, on l'a censuré et voilà. Bon, on passe à la suite». Mais non, il y a quand même des morts, hein, dans l'histoire. Donc ça va. Je voulais préciser avant que éventuellement cette vidéo, parce que j'ai eu des petits soucis avec Denis Agrey, récemment. La vidéo a été censurée, j'ai fait appel, elle a été remise en ligne, mais bon, une fois qu'elle est censurée, évidemment, elle est invisibilisée ensuite. Quand vous dites: «Il y a eu des morts», citons peut-être les bases de données officielles qui le confirment, comme les bases de l'ANSM? Éventuellement, peut-être. Écoutez, là, on parle de la liberté d'expression. Tout à fait. Et donc la liberté d'expression, si on censure, comme ça a été reconnu officiellement, Zuckerberg a reconnu officiellement avoir censuré une information qui n'était pas l'information officielle de l'OMS. Donc ça, c'est officiel. Mmh. Bon, si vous censurez une information médicale qui permet de sauver des vies,
eh bien, vous empêchez ces vies d'être sauvées. Donc, vous précipitez des gens vers la mort. Voilà, c'est tout. Vous diriez Ça que c'est non-assistance à personne en péril? non, Non? non, c'est pire que ça, c'est pire que Mmh. ça. C'est que vous provoquez vous-même, vous provoquez vous-même Par le défaut de traitement. par le défaut d'information. Primum non, nocere? Ça, c'est en oui, ça, c'est encore autre chose, c'est encore autre chose. C'est qu'après, si vous faites des médicaments ou des injections avec des produits expérimentaux et que ces injections, vous censurez l'information sur les risques et que vous laissez au contraire la voie libre à de la désinformation, même si c'est une désinformation qui vient du gouvernement, sous prétexte qu'elle vient du gouvernement, vous la promouvez et si vous avez une information qui est critique, vous la censurez. Mais si cette information critique apporte des informations sur les moyens de réduire les risques, eh bien à ce moment-là, eh bien vous augmentez la mortalité des gens. C'est logique. Parce que la science et le savoir progressent par la confrontation des idées et la confrontation de l'information. Et la science progresse par la confrontation des idées. Quand vous avez une maladie qui est soi-disant nouvelle, bon, elle était nouvelle parce qu'effectivement, on n'a pas les anticorps nouveaux. Et encore, ça se discute. Bon, il y a une maladie qui est soi-disant nouvelle. La première chose à faire, c'est au contraire de favoriser le débat, un débat scientifique et un débat citoyen, pour que justement chaque information qui remonte puisse permettre de lutter contre la maladie et de ne pas faire de bêtises. Et là, pour le coup, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Si vous empêchez l'information et que vous dites seule l'information officielle des gouvernements et de l'OMS aura voix au chapitre, eh bien vous empêchez en fait de sauver des vies et vous précipitez des gens vers le décès. Donc après, ça se réglera normalement devant la justice. En théorie, c'est comme ça que ça devrait se terminer. En théorie. Après, on verra. Mmh. En théorie, c'est très bien argumenté, donc cette vidéo devrait rester en ligne, puisqu'en plus vous avez des arguments et vous faites de l'investigation depuis un moment. Hem, pour en revenir aux hormones, heu, Voilà. Donc, vous voyez, le livre noir du médicament, c'est d'abord le premier diagnostic, vous voyez. Et bon, il faudrait le rééditer d'ailleurs, le livre, parce que tout ce qui est dit, c'est finalement ce qui est arrivé. Voilà. Et donc, le grand désordre hormonal, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'est-ce qui est vraiment grave et qu'est-ce qui est vraiment porteur de mortalité. Ce ne sont pas des virus. Les virus, c'est les infections, c'est même pas 5% des causes de mortalité. Vous voyez? Tout le reste, c'est en gros une mortalité qui est due aux polluants, à la pollution chimique, aux causes environnementales, c'est-à-dire tout l'environnement chimique qui nous entoure et comment cet environnement va provoquer finalement des décès. Et si on regarde la mortalité, ce qui est important, c'est de quoi on meurt. C'est ça qui est important et qui devrait mobiliser notre énergie et nos connaissances. Et donc, j'explique dans ce livre de quoi on meurt le plus. Eh bien, finalement, on meurt de quoi? Eh bien, quand on meurt d'un cancer, ce qui est quand même l'une des. Il y a deux causes, c'est les causes cardiovasculaires et les cancers. Mais les cancers, la plupart du temps, ils sont causés par des produits chimiques, par de la pollution, que ce soit la pollution à travers la nourriture, à travers l'air ou à travers l'eau. Donc ça, c'est les vraies causes de mortalité. Donc quand on vient vous faire une propagande 24 heures sur 24 pour vous dire attention, il y a une grippe, bah non. La propagande, elle ne devrait pas être faite sur la grippe. Elle devrait être faite sur tous les gens qui meurent du cancer et tous les gens qui meurent de maladies cardiovasculaires parce qu'ils ont été pollués par des produits chimiques ou par des médicaments. Parce que les médicaments sont une cause très importante de mortalité, quoi qu'on en dise. Vous voyez? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre les conseils de son médecin. Mais le problème, c'est que les médecins sont de plus en plus cornaqués, ils sont de plus en plus enfermés dans une grille de guidance, de guides, qui sont
des guides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc des médecins, en gros, on leur a supprimé la liberté d'exercer. Donc ils ne peuvent plus exercer librement parce qu'on les met dans des grilles, dans des prisons. Et s'ils ne respectent pas ces grilles, en disant si votre patient a tel et tel symptôme, vous devez lui prescrire tel et tel médicament à telle et telle dose. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous pouvez être passible de poursuites devant votre ordre des médecins, des pharmaciens, de ce que vous voulez. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'on a enfermé les médecins dans des prisons dorées et on leur a aussi donné de l'argent pour les corrompre en leur disant bon, ben maintenant, vous allez faire tant de mammographies, tant de coloscopies, tant de tout. Voilà, il faut voir si vous avez des cancers. Plus on va chercher des cancers, plus on va en trouver aussi. Et ils vont recevoir de l'argent et en fonction des actes qu'ils vont faire. Donc si on leur dit bon, bah, vous devez vacciner au maximum, et si vous vous vaccinez au maximum, vous aurez tant d'argent. Ça s'appelle ROSP, voilà, rétribution sur activité, quoi, chez les médecins, ils le savent très bien. Ils vous le diront pas. Mais quand ils vont vous prescrire, par exemple, de prendre un vaccin ou par exemple de faire une mammographie, une coloscopie, il y aura un doute dans l'esprit du patient. Il pourra toujours se demander, le patient, est-ce que le médecin, il me demande ça, il me prescrit ça pour mon bien, ou est-ce qu'il me prescrit ça parce qu'il va toucher de l'argent? Vous voyez? Et Mmh. ce mécanisme a été poussé à son maximum pendant l'affaire du Covid. Évidemment, parce que les médecins, on leur a dit: «Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça», y compris à l'hôpital. Ils n'avaient plus le droit ils n'avaient plus le droit, en fait, de soigner. Ils n'avaient plus le droit d'exercer leur art de médecin. Et ceux qui l'ont fait, d'ailleurs, ils ont eu affaire à leur ordre, à l'ordre des médecins, qui les a pourchassés d'une façon indigne, et l'affaire est toujours pas réglée. L'affaire est toujours pas réglée parce qu'il y en a qui ont dû arrêter d'exercer, c'est toujours pas réglé cette histoire. Vous voyez? Donc selon vous, le contrat de confiance patient-médecin est abîmé? Bien sûr, il est oui, parce que le médecin, on ne peut plus savoir pourquoi il vous prescrit tel ou tel acte. À l'hôpital aussi, y compris dans tout ce qui est, pour le cancer, quand vous avez par exemple, des chimios, eh bien, vous savez pas parce que à chaque fois quand vous êtes malade, vous avez un cancer, eh bien, dans l'hôpital, on vous dit: «Est-ce que vous voulez bien participer à tel essai thérapeutique? C'est un nouveau médicament, il y a on peut guérir, c'est très bien et tout». Bon, alors évidemment, si vous avez un cancer, vous allez dire: «Ah bah oui, peut-être». Sauf que c'est très risqué puisque c'est nouveau, et en plus, ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'eux, ils touchent de l'argent. Parce que chaque fois qu'ils inscrivent un patient pour un essai clinique, il touche une certaine somme, ça peut aller jusqu'à 5 000 € par patient, hein, c'est pas rien. Si vous avez 100 patients, c'est pas mal. Mais il touche de l'argent parce qu'il participe à un essai clinique. Et vous, vous êtes le cobaye, mais ils vous le disent pas que eux, ils touchent de l'argent. Donc effectivement que la confiance, elle a besoin, pour continuer, de la transparence. Et c'est là où il y a un vrai problème, c'est l'absence de transparence, à tous les niveaux. Alors on ne parle même pas du niveau européen, ni du niveau gouvernemental. Alors le niveau européen, c'est pire que tout, avec les contrats de vaccins qui ont été passés par Ursula von der Leyen directement au laboratoire Pfizer et à Bourla en l'occurrence, et elle refuse toujours à l'heure actuelle de donner les contrats. Et en plus de ça, la justice belge qui devait mener une enquête, finalement, a décidé que non, il n'y avait pas lieu à enquêter. C'est-à-dire que même il y a un déni de justice. Alors, on est avec l'Union européenne dans un déficit démocratique, et maintenant, ça se complète par un déni de justice. Donc, il y a un vrai problème. Donc, il y a les ça fait appel à la notion de consentement éclairé, notamment, cette histoire de médicaments et de vaccination? Oui, tout à fait, c'est le fondement. C'est le fondement de tout.
c'est le consentement éclairé, Mmh. qui est Là, garanti par la loi. en Oui. principe, mais beaucoup de codes ont été violés, dernièrement. Alors justement, le consentement éclairé, c'est quoi? C'est que, votre corps est inviolable, normalement. Et même ça a commencé depuis le 13e, 14e siècle avec l'habeas corpus, tu as un corps, c'est-à-dire ton corps, on ne peut pas te le prendre et te l'amener quelque part de force, sans qu'il y ait un du droit dedans. Eh bien là, le corps, normalement, il est inviolable. Bon, donc si je refuse un traitement, eh bien on n'a pas le droit de me l'imposer, d'accord? Et donc, encore plus si c'est un traitement expérimental. C'est-à-dire que quand il y a ce qu'on appelle des essais cliniques, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer un nouveau médicament, donc c'est très réglementé, normalement, c'est très réglementé et on fait rentrer des gens qui disent: «OK, moi je veux bien faire le cobaye et mais quand même il faut me dire un peu ce qu'il y a dedans, hein, ce qu'il y a dans ce qu'on me donne, mais je l'accepte». Voilà. Et donc, on ne peut absolument pas forcer quelqu'un à participer à un essai clinique. C'est-à-dire à participer à, un essai qui va essayer de voir quels sont les avantages et les inconvénients d'un médicament qui n'est pas encore autorisé sur le marché. C'est-à-dire un produit expérimental. Et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est que, les injections qui étaient expérimentales à tout point de vue, eh bien, elles ont été imposées à la population par la contrainte et quelquefois imposées, par l'obligation. Alors il y a eu l'obligation déguisée, comme l'a si bien dit, l'ancien ministre de la santé, Véreux, Véran, voilà. Et donc, vous voyez, il y a eu cette obligation qui était déguisée et puis il y a eu l'obligation non déguisée par la loi où les soignants, les pompiers et tous ceux qui étaient en contact avec, les patients devaient être automatiquement et obligatoirement vaccinés. Et ça, c'est parfaitement illégal parce que c'est en contradiction avec, la déclaration d'Helsinki, avec le droit qui dit: un médicament expérimental, on ne peut pas l'imposer». Et il y a des conventions, il y a la convention d'Oviedo qui dit que même pour faire des expériences scientifiques, on n'a pas le droit. Et tout ça, ça s'est fait, à partir de Nuremberg. Vous voyez, après la guerre, quand il y a eu les nazis qui avaient fait des expériences médicales dans les camps et qui avaient imposé ça, eh bien, à la sortie de la guerre, il y a eu ce qu'on a appelé, la déclaration de Nuremberg, où il a été précisé que c'était désormais interdit de faire des expériences médicales sur des personnes sans leur consentement. Mais que fait la justice aujourd'hui? Alors voilà, alors on en est au problème de justice. La justice, je viens d'en parler, la justice belge, elle est dans le déni. La justice française, elle est également, on va dire, très, elle n'est pas très active, hein. Bon, heu, le problème, c'est un problème de, corruption généralisée et de qui décide quoi. Donc si, votre, pour gagner votre pain, vous êtes, salarié et que, vous êtes, obligé quelquefois d'en passer parce que dit votre patron, eh bien, c'est comme ça que, par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui vont même pas chercher la vérité. Vous voyez? Parce que il faut bien qu'ils aient leur salaire à la fin du mois. Un juge, pareil, normalement, un juge qui est un juge d'instruction, il est indépendant. Mmh. Il est indépendant. Donc il peut, en théorie, enquêter. Mais c'est très difficile si vous avez tout un appareil judiciaire qui, par ailleurs, dépend du ministère de la justice. Et quand le ministre de la justice est lui-même quelquefois impliqué dans des affaires véreuses, là encore, eh bien, on ne peut pas non plus fermer les yeux sur la corruption qui peut régner dans certains milieux de la justice. Après, ça va dépendre de chacun, de ce qu'il va faire ou pas. Mais la justice, elle n'est pas pour l'instant, très indépendante. Donc selon vous, c'est une imbrication de corruption et d'incompétence à tous les niveaux? Non, je dirais plus de corruption que d'incompétence. Mmh. C'est la corruption le problème. L'incompétence, ça existe bien sûr,
faut pas la négliger non plus, faut pas la sous-estimer, hein. Mais le vrai problème, c'est la corruption et la Mmh. corruption à tous les niveaux. Parce que vous voyez que les médecins, non seulement on les empêche de prescrire, mais en plus, on les corrompt en leur disant: «Si vous prescrivez ça, vous aurez tel argent, telle rétribution». Mmh. Voilà, Dans c'est un tout corps de constat. métier, ils ne sont pas tous corruptibles, heureusement. Non. Après, c'est une question d'individus, bon, et il y en a heureusement qui ont fait leur travail et qui ont essayé de le faire. Mmh. C'est pas évident, quand on voit les pressions qu'il y a eu. Ceux qui ont vécu ça le savent, et il y en a qui ont envie d'oublier, effectivement. Il y en a qui ont envie d'oublier parce qu'ils étaient pas du bon côté. Voilà. Vous avez un livre, je vois, préfacé par le professeur Henri Joyeux, donc qui fait de la médecine un art qui devrait rester un art, digne de ce nom. La médecine, c'est du cas par cas. Je pense que vous en avez beaucoup parlé avec, ce professeur Joyeux, qui porte bien son nom d'ailleurs. Oui, parce que d'abord, je l'avais interviewé, pour TF1. On avait fait, pas mal de reportages et justement, c'était bien parce qu'il avait fait des ils avaient fait des analyses, et un rapport où ils comparaient les aliments biologiques avec les aliments non biologiques et ils regardaient la valeur nutritive des aliments, combien de vitamines, combien de minéraux, et ça n'avait rien à voir. Voilà. C'est-à-dire que les aliments industriels étaient des aliments qui étaient morts, alors que les aliments de l'agriculture biologique étaient des aliments qui contenaient encore beaucoup de nutriments, de vitamines et de minéraux. Donc ils avaient fait cette analyse qui était très intéressante, et je l'avais interviewé aussi sur les problèmes de la pilule, qui est classée cancérigène, je le rappelle, j'en parle dans le livre, qui est un médicament. La pilule est un médicament, c'est un perturbateur endocrinien qui est classé cancérigène. Et là où il n'y a pas d'information, on n'informe pas les femmes, c'est qu'on ne leur dit pas, quand on leur prescrit la pilule, que c'est un produit classé cancérigène qu'on leur prescrit. Voilà, donc là, il y a un problème de consentement éclairé, c'est-à-dire que le consentement n'est pas éclairé par de l'information. D'ailleurs, certaines pilules causent aussi des accidents vasculaires comme les thromboses. Exactement, et c'est pas pour rien, c'est parce que justement, en fait, c'est tout le système hormonal qui est concerné par la pilule. Parce que Mmh. la pilule va entraîner des thromboses, va entraîner des certains accidents vasculaires, et il y a eu des pilules plus ou moins dosées et il y a eu plusieurs générations de pilules, et d'ailleurs les dernières générations de pilules ne sont pas les meilleures. Il vaut mieux les anciennes, pas les toutes premières qui étaient extrêmement dosées, mais il y a certaines pilules qui sont plus dosées que d'autres, et d'autres qui sont avec des nouvelles générations de pilules qui ont plus d'effets secondaires. Donc il faut le savoir, et il y en a même qui peuvent, créer, des cancers, du cerveau, selon, ce qu'il y a dedans. Voilà, et malheureusement, on le donne beaucoup aux jeunes filles, heu, parce qu'elles ont, par exemple, des ovaires polykystiques, donc j'en parle aussi, et c'est un peu dans le livre, dans les perturbateurs endocriniens, je montre comment tous ces produits chimiques vont avoir un effet sur les hormones, mais toutes les hormones du corps. C'est là où on peut regarder un peu peut-être Mmh, les, les diapos là, que je donne. absolument. C'est que toutes les hormones du corps sont concernées par ces Si vous produits chimiques. pourriez commencer par définir, ce qu'est une hormone, puisque finalement on pourrait dire l'hormone, c'est la vie. Bah, l'hormone, pour le définir, c'est la messagère. Sans hormone, on ne vit pas, hein, c'est clair. C'est-à-dire que l'hormone, c'est la messagère. Hormao, ça veut dire j'excite, c'est-à-dire le corps va envoyer, le cerveau va envoyer un message à, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui va envoyer un message à l'hypophyse qui est en dessous, et l'hypophyse va envoyer un message à toutes les glandes du corps pour dire voilà, euh, il faut produire ça, il faut produire ça, il faut produire ça. Et chaque glande du corps va produire une hormone. Et cette hormone va avoir un effet sur votre corps. Alors, si on regarde les hormones, Mmh. bon, après, on va parler peut-être de ces polluants-là, justement. Vous voyez, les Bien polluants, sûr. moi, je les ai classés en 6 familles. Ces six polluants-là, c'est des poisons, sont à base de pétrole,
et eux, ils vont empêcher justement le travail des hormones. Voyez. Et donc, je les ai classés en 6 familles, mais il y a 300 000, 300 000 molécules chimiques. Mais en gros, pour bien les retenir, il y a à gauche les pesticides, en dessous les plastifiants avec des plastiques durs comme les bisphénols, bisphénol A qu'il y avait dans les biberons, mais qui est toujours par exemple dans les canettes, à l'intérieur des canettes ou des boîtes de conserve, ou les phtalates qui sont tous les plastiques mous. Après, vous avez les perfluorés, donc les fameux PFAS. On en parle pas mal des PFAS en ce moment, parce qu'il y a eu une étude qui est sortie sur les PFAS dans l'eau du robinet. Or, ces PFAS sont des perturbateurs endocriniens, mais qui sont également classés cancérigènes depuis novembre 2023. À droite, vous avez les polybromés. Donc les polybromés, c'est avec du brome. Les perfluorés, les PFAS, c'est avec du fluor. Et les polybromés, c'est ce qu'on appelle des retardateurs de flamme avec du brome, soi-disant pour empêcher que ça brûle. Mais ça, en fait, ça n'empêche même pas que ça brûle. Et les parabènes, qui sont des conservateurs, qu'on retrouve beaucoup dans les cosmétiques et les médicaments. Et les P comme produits pharmaceutiques, qui sont dans les médicaments et dans les additifs alimentaires. Et également dans les injections, évidemment. Et donc, moi, je les ai appelés les 6P comme poison, comme pétrochimie et comme pollution, parce que ça va polluer, en gros, l'organisme. Alors Donc, après, on a affaire à une corruption, c'est-à-dire si vous dénoncez ça et vous avez toute l'industrie, sur le dos, c'est la même chose? oui, mais en fait, de toute façon, tout est sourcé. Donc dans mon livre, tout est sourcé, toutes les études scientifiques, elles sont là. Donc après, c'est juste une question de temps, heu, le temps que met, une autorité sanitaire pour reconnaître la réalité. Et donc cette autorité sanitaire, tout dépendra de son degré de corruption. Or, on l'a vu dans l'affaire du Covid, la FDA, la Food and Drug Administration, et l'EMA, et la FDA particulièrement, est financée par les laboratoires pharmaceutiques. Donc, et a reconnu de toute façon qu'elle ne menait aucune vérification et qu'elle se fiait aux données que lui donnaient les laboratoires pharmaceutiques quand ils produisent un produit, un médicament, que ce soit un médicament ou un vaccin. Mmh. L'agence sanitaire, on peut penser naïvement que l'agence de sécurité sanitaire, elle va aller vérifier les choses, Mmh. vous voyez. Mais si le producteur de n'importe quoi, il vous dit, ben oui, mais moi, mes vélos, ils sont très bien, ou mes voitures, elles sont très bien, et que l'agence de sécurité va dire, ah bon, vous en êtes sûr? Oui, oui, on en est sûr. Bon, bah, très bien, on vous donne l'autorisation. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui Mais s'appelle un conflit d'intérêts. oui, parce que d'abord, ils sont financés pour Mmh. ça, et en plus de ça, ils vont pas vérifier. Donc, ils se fient aux données que donnent les laboratoires. C'est ce qui s'est passé pour les injections expérimentales avec de l'ARN génétiquement modifié. Alors, je décris tout ça dans mon prochain livre qui va sortir fin février, début mars, Qui va s'appeler? qui va s'appeler Fausse pandémie, vrai mensonge, comment on vous trompe en 10 leçons. Très bien, très Voilà, polémique mais intéressant. L'EMA, c'est l'Agence, européenne du médicament, c'est ça, hein? voilà, ouais, ouais, ouais. Très bien. Alors, L'homéostasie, c'est une sorte d'équilibre. voilà, et c'est fondamental Mmh. parce que c'est maintenir les conditions de la vie dans le milieu intérieur, et le moyen, c'est une hormone sécrétée par une glande. Voilà. Et un perturbateur hormonal ou un perturbateur endocrinien, c'est une substance chimique qui va altérer cet équilibre naturel de l'homéostasie. Homéostasie, ça veut dire en gros équilibre. Donc, vous voyez, là, il y a écrit homéostasie, le plus et le moins sont équilibrés. S'il y a un déséquilibre, on tombe dans l'hyper, ou dans un sens, ou dans l'autre, c'est dans l'hypo. Et on peut voir, par exemple, si vous faites de l'hypertension, vous avez trop de tension. Si vous faites de l'hypotension, vous n'en avez pas assez. Et pareil pour la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Vous êtes en hyperglycémie ou en hypo. Et la température, c'est pareil. Si vous êtes à 37,5, 38, 37,5, on va dire c'est bien. Si vous commencez à faire de la température, bah, vous êtes en hyperthermie en gros. Et donc, c'est très important de garder cet équilibre. Et
tout cet équilibre, il va être, géré par des hormones. Donc Sont les très conséquences sont équilibrées. multiples, hein, c'est ce qu'on voit tout au long du livre d'ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on voit, dans le livre et ces hormones, vous voyez les principales, glandes, je vous donne les principales, mais il y en a plein d'autres parce qu'il y en a plein à l'intestin, hein. Dans l'intestin, il y a des hormones aussi de la faim, il y a des hormones, voilà, ça s'appelle la ghréline. Donc vous voyez les glandes en haut, il y a la glande pinéale, qu'on appelle aussi le troisième œil, Mmh. qui joue un rôle dans le sommeil qui est important, hein. Et puis, dans la mélatonine, hein, la pinéale. Vous avez donc l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre, qui donne les consignes à l'hypophyse et l'hypophyse va distribuer ces consignes aux autres glandes comme la thyroïde. La thyroïde, c'est hyper important, c'est le thermostat de l'organisme, il va gérer la température, va gérer l'humeur. Les gens qui sont irritables, eh bien, ce serait bien qu'ils vérifient un peu leur thyroïde, parce que c'est la thyroïde qui va gérer l'humeur. Ensuite, les surrénales, c'est très important. Et puis, parce que vous avez le cortisol. Le cortisol, c'est ce qui va gérer justement toute la réparation des cellules et le pancréas pour la glycémie et évidemment les glandes, de la reproduction que sont les ovaires et les testicules. Et ces glandes vont sécréter les hormones. Et si on regarde, qu'est-ce qui s'est passé Mmh. dans la nature? C'est ce que j'explique un peu dans le livre. Ouais, bien sûr. Toutes les anomalies, les C'est c'est comment, ces hormones, ont été perturbées et comment on s'en est aperçu, comment les chercheurs s'en sont aperçus. Voilà. Ils s'en sont aperçus à partir des années 70 et principalement dans la nature. D'abord, il y a eu, ce qu'on a appelé, les escargots, des femelles à pénis, des escargots de mer qui avaient, développé un imposexe. Imposexe, c'est quoi? C'est que les femelles avaient eu par-dessus leur, glande, en fait, femelle, développé un pénis. Ce qui fait qu'après, ça bouchait les papilles et elles ne pouvaient plus, pondre leurs œufs et donc l'espèce, disparaissait et les chercheurs ont mis du temps à comprendre pourquoi. Ils se sont d'abord aperçus qu'il se passait ce phénomène qu'on appelle l'imposexe et c'est en fait dans les années 70 que dans le bassin d'Arcachon, parce que les huîtres étaient anormales et avaient aussi du mal à se former et que donc les, ostréiculteurs étaient en train, de mettre la clé sous la porte les uns après les autres dans les années 70, eh bien, il y a eu une recherche de l'Ifremer qui a montré qu'en fait, plus on se rapprochait des ports et plus le phénomène était marqué. Et en fait, ils ont trouvé que c'était dû à une peinture anti-salissure, anti-fouling, qui était mise sur la coque des bateaux comme pesticide en gros, pour empêcher les coquillages de s'accrocher. C'était des pesticides à base d'étain, donc de tributyl étain. Et donc ça a été la première fois que les chercheurs ont mis en évidence une pollution environnementale chimique avec une action directe sur les organismes. Quand ils s'en sont aperçus, ils ont interdit la peinture tributyl-étain dans le bassin de l'Arcachon et les huîtres ont été sauvées, vous voyez. Mais le narratif, quel a été le narratif Mmh. développé autour de ça? Si vous allez sur le site, encore maintenant, allez sur le site Arcachon huîtres, ostréiculture, et vous essayez de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70, ils vont vous dire ah ben dans les années 70, par exemple en 1976, il y a eu une grande sécheresse. Voilà. Et les huîtres, étaient malades à cause de la sécheresse. Parce que le Voilà. TBT est toujours utilisé pour d'autres choses actuellement? Le Le TBT, le tributyl éteint, il est utilisé encore à l'heure Il est actuelle? encore, normalement, il est interdit sur les grands bateaux, Mmh. mais clandestinement, il l'est toujours. Voilà et il est utilisé dans les pesticides. Mais comme depuis, il y a eu des pesticides, beaucoup plus performants,
Mmh. il est moins utilisé. Mais dans les peintures pour les coques des bateaux, normalement, c'est interdit. Mais on Normalement. sait qu'il y a encore des grands bateaux de commerce qui l'utilisent de façon, clandestine, hein. Donc Voilà. l'affaire a été étouffée? L'affaire a été maquillée parce qu'on a accusé la météo. Alors souvent, à l'heure actuelle, on accuse le climat quand il est question de pollution chimique. Donc il faut faire la part des choses entre la pollution chimique et la météo, et la pollution chimique et le climat. Quand on parle des espèces qui disparaissent, on va dire: «Ah oui, c'est le climat». Pardon, c'est d'abord les pesticides. Vous voyez? Le climat, heu, il va jouer il va jouer à la marge, mais pas fondamentalement. Ce qui Mmh. va jouer directement, ce sont les pesticides, parce que les pesticides, c'est actuellement qu'ils sont dans l'eau, c'est actuellement qu'ils sont dans nos organismes. Le climat, c'est quoi le problème? C'est qu'on va perdre 2 degrés dans 30 ans. C'est pas ça le problème actuellement. Le problème, ce sont les pesticides. Je peux le dire d'autant plus que, en tant que journaliste à TF1, j'étais la première à parler des problèmes de réchauffement climatique. Bon, et en creusant un peu plus la question, bon, eh ben, on s'aperçoit que le narratif n'est pas ce qu'il doit être. Voilà. Donc ça, c'est un autre débat, donc on va pas rentrer dedans, parce qu'il y a la part, de l'activité humaine dans le réchauffement climatique, et il y a la part, naturelle, et Mmh. il y a la part, plutôt, chronique et plutôt géographique, et de l'axe, de la Terre par rapport au Soleil. Bon, il y a toutes sortes de causes. Mais le problème, ce n'est pas actuellement le problème prioritaire de la santé des humains, de la nature, des animaux, ce n'est pas le climat, c'est la pollution chimique. Et on retrouve des plastiques, des microplastiques, y compris dans les vallées les plus reculées de l'Himalaya, dans les parcs animaliers, en Thaïlande, dans tous les endroits les plus naturels possibles, eh bien, les animaux sont pollués par des microplastiques. Et les microplastiques, ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc si je vous Les suis 6 bien les familles, ce sont les pardon? 6 familles. Ça fait partie des 6 familles, nos que Oui? c'est Si je pas vous mal. suis bien, les mesures prises actuellement, plutôt punitives ne sont pas les bonnes. Il faudrait, s'en prendre plutôt aux industriels, aux façons de produire, lutter contre l'obsolescence programmée et tous ces produits justement qui sont réellement polluants. Bien sûr, et arrêter de se tromper de cible. Mmh. Quand que les jeunes mobilisent pour la préservation de l'environnement, oui, bien sûr, 1000 fois oui. Mais attention à ne pas tomber dans des pièges, de pas voir quelle est la pollution la plus grave, et ne pas tout mélanger. J'entendais encore hier, sur une radio d'État, un reportage où ils mélangeaient tout. Alors, ils mélangeaient le climat, la disparition de la biodiversité. Oui, la disparition de la biodiversité, c'est fondamental. Mais après, ils rajoutaient le climat là-dessus, sans dire en quoi ça pouvait agir. Et qu'est-ce qui agit le plus sur la disparition de la biodiversité? C'est pas le climat, c'est 97 les pesticides et la chimie. Le climat, il va agir à 5. Et il y a des études là-dessus, vous voyez? Donc on mélange tout, on fait une espèce de globi-boulga comme ça là, et puis les jeunes, c'est bien, c'est méritoire de vouloir, avoir un environnement sain. Évidemment qu'il faut, vous voyez? Mais il faut faire la part des choses, savoir qu'est-ce qui pollue le plus? Qu'est-ce qui attaque le plus? Si vous avez une innovation industrielle qui vous détruit les organismes, et ben c'est plus grave que s'il y a un degré de plus, dans 20 ans. Vous voyez? Mmh. Absolument, il faut faire attention à l'instrumentalisation qui n'a pas tellement d'efficacité et il faudrait plutôt promouvoir des solutions vraiment efficaces sur, bah, les industries, les modes de production et les produits qu'on utilise. Voilà, Mmh parce mh. que
quand on parle de biodiversité, et là, oui, c'est très important la biodiversité, Mmh. les chercheurs se sont aperçus, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, là, les grenouilles. Vous voyez les grenouilles? Oui, oui, je vois très, très bien. Effectivement, hermaphrodite, il y a un mâle qui est devenu qui est contaminé, oui. Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive à ce mâle Porteur de hermaphrodite? testicules et d'un ovaire. Voilà, alors que normalement, il devrait avoir 2 testicules. Et si vous regardez la testostérone, elle est descendue à -90%. Eh bien, le mâle contaminé hermaphrodite, il va pas se reproduire. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas avoir de descendance. Et après, effectivement, les populations d'amphibiens disparaissent. Et ça, c'est la disparition de la biodiversité. Et ça, c'est très grave. Vous voyez? Et ça, c'est les pesticides, parce que ça, c'est montré. Et les pesticides, qui font ça chez les mâles des, grenouilles, vous voyez? Ils le font aussi chez les mâles des poissons, où vous voyez à gauche, vous avez une femelle et Mmh. avec des ovaires et des œufs, et en bas, vous avez le mâle. Lui, il n'a pas d'ovaires et d'œufs. Et si vous voyez un mâle féminisé, hop, il se retrouve avec des œufs. Et lui aussi, il ne va pas se reproduire. Ça, c'est une étude qui a été faite dans la Tamise. Et depuis, ça a été vérifié en France dans 25% des populations de poissons. Donc, petit à petit, ces populations de poissons vont avoir du mal à se reproduire et donc vont disparaître. C'est là où on est dans la problématique la plus grave. Et On se retrouve chez l'homme la chute de la testostérone, la qualité des spermatozoïdes qui chute, drastiquement ces dernières décennies. et oui, alors voilà, je peux vous la montrer, la chute des testicules. Voilà, tac, tac. Vous voyez à droite? Vous voyez à droite la densité moyenne du sperme? Mmh. 70%, moins 70% depuis l'après-guerre. Avant, il y avait 100 millions de spermatozoïdes par millilitre en 1945. On est actuellement à moins de 25 millions. Voilà. Donc une chute très importante et qui s'accompagne également d'une difficulté croissante à procréer chez les jeunes couples. Voilà. Donc ça désigne, nos modes de vie qui sont problématiques, directement. Eh bien, ça désigne ces perturbateurs, ces polluants chimiques dont j'ai parlé tout à l'heure, ces 6 familles de polluants chimiques qui vont également avoir des effets, si vous regardez sur les bébés, quand les femmes sont enceintes, regardez les petits garçons, ils vont avoir ce qu'on appelle des quelquefois, pas toujours, heureusement, mais c'est un phénomène qui est croissant, des testicules avec des cryptorchidis. C'est-à-dire que quand le bébé naît, les testicules ne sont pas descendus. Normalement, ils doivent descendre pendant la grossesse dans les bourses et quelquefois, ils descendent pas, donc ça s'appelle une cryptorchidie. Donc soit ils Crypto, descendent, ça veut dire caché, vous dites dans le livre. Crypto veut dire caché. voilà, crypto, ça veut dire caché, orchidie, orchide, ce sont les testicules et crypto-orchidie, ça veut dire testicules cachés, voilà. Et donc, heureusement, quelquefois, ça descend après la naissance, mais quelquefois, ça descend pas et il y a une opération chirurgicale. Mais le problème, c'est que souvent, on prévient pas les parents. On leur dit pas qu'est-ce qui a pu provoquer ça. Et ce qui a pu provoquer ça, c'est le fait que les femmes enceintes ont été polluées. Leurs hormones ont été polluées. C'est-à-dire que au lieu que le petit garçon ait suffisamment d'hormones mâles pour faire descendre les testicules, il ne les a pas eues. Et si on regarde en bas, il y a un autre phénomène qui s'appelle hypospadia, où Mmh. le méa urinaire, le trou pour faire pipi, en gros, hein, eh bien, chez le garçon, il descend. Au lieu d'être au bout de la verge, il est au milieu ou même en bas carrément. C'est Et une en fait, malformation congénitale? pardon? C'est une sorte de malformation congénitale? Bah, c'est une malformation qui intervient à la naissance et qui s'est produite pendant la grossesse. Ça ne veut pas dire que c'est génétique, c'est pas du tout génétique. Vous voyez? Ça veut dire que la mère, pendant la grossesse, a été polluée par des perturbateurs endocriniens chimiques qu'elle a ingérés sous forme de nourriture, de médicaments, de produits chimiques, de pesticides, les 6 familles des poisons, en gros, de polluants dont on a parlé au début de l'interview.
Donc, on dit par exemple, voilà, ça par exemple, l'hypospadia, c'est une féminisation du petit garçon. Ça peut intervenir avec des médicaments comme le Doliprane, vous voyez? Les paracétamol. Au Danemark, on a dit aux femmes enceintes: «Vous ne prenez pas de paracétamol quand vous êtes enceinte», vous voyez? En France, on l'a jamais dit. Donc les femmes ne le savent pas. Mmh. Une Effectivement. mère, par exemple, qui a un enfant qui a un problème, que ce soit de cryptorchidie ou de hypospadia, on va même pas lui dire la cause possible. Ce qui fait que quand elle aura un deuxième enfant, eh ben, elle fera pas attention, alors qu'elle pourrait faire attention. Elle pourrait se dire: «Tiens, bah, non, pas de paracétamol, je passe pas non plus des produits chimiques quand je suis enceinte, de n'importe quoi, par exemple des vernis, de tout ce qui est des produits, hautement polluants qui vont rentrer dans le sang». Voilà, et si ça rentre dans le sang, ça rentre dans le sang du bébé. Pareil OK. pour tous les produits médicamenteux, y compris, les injections, pas d'injection vaccinale chez les femmes enceintes. C'était, un c'était un une c'était vraiment impératif jusqu'à il y a quelques années. Les médecins, ils apprenaient tous qu'on vaccinait pas une femme enceinte, et puis là, tout d'un coup, on oublie, et en plus de ça, il y a même des organisations, même des gouvernements qui disent aux femmes enceintes: «Vaccinez-vous», avec un produit expérimental qui n'a jamais été, testé sur les femmes enceintes et qui n'a jamais montré son innocuité sur les femmes enceintes. Ce qui fait que quand des médecins, quand, le ministre de la santé disait aux femmes enceintes: «Vaccinez-vous», à partir d'aucune connaissance scientifique. Rien, aucun fondement scientifique. De quel droit ils pouvaient se permettre ça? Eh bien, il y aura des rapports, il y aura des rapports, il y aura des enquêtes, et quand les enquêtes vont sortir, eh bien, il y aura toujours la même question. De quel droit est-ce que vous vous êtes permis de recommander à des femmes enceintes de se vacciner avec un produit qui n'avait jamais été testé? De quel droit vous vous permettez ça? Alors que même les fabricants du produit disent eux-mêmes: «On n'a pas testé sur les femmes enceintes, donc on peut rien dire». Ben non, il y a quand même des gouvernants qui ont dit: «Ah ben si, vous pouvez y aller vous les femmes enceintes». Vous voyez? C'est très grave, très, très grave. S'il y a des enq Il y aura des enquêtes, ça commence. J'ai lu un rapport hier sur le gouvernement de l'Alberta au Canada, où il y a déjà un rapport qui fait plusieurs centaines de pages. Eh bien, ils expliquent ça. Ils expliquent. Oui, on voit que les scandales ont mis parfois 10 ans à sortir, hein, le sang contaminé, le Mediator et cetera. Voilà, oui. Très, Alors, très je long, vais baisser un effectivement. peu parce que là, Allez-y, allez-y. c'est un peu dommage parce que pour une fois qu'on a du soleil. Pour une fois, exactement, on peut le dire. Oui, on peut le dire, ouais. Les polluants chimiques, vous dites dans votre livre, ont des talents d'imitateurs. Ça, c'est intriguant comme, faculté. Vous pouvez nous en parler un petit peu ici? Oui, alors là, je peux même vous montrer un peu. Ils vont, heu Ils vont faire comme s'ils étaient, des hormones, justement. Parce que voilà, je vais vous montrer ça. Vous Mmh. voyez, ça s'appelle le mimétisme hormonal. En gros, si vous regardez la cellule là, elle a un noyau, et puis elle a aussi, une membrane, et sur la membrane, il y a ce qu'on appelle des récepteurs, et les récepteurs, ils vont recevoir l'hormone A ou l'hormone B. J'en ai mis 2, mais bon, il y en a plein d'autres, hein. Donc selon la forme du récepteur, l'hormone, elle va pouvoir être, identifiée par la cellule, et son message va être exécuté. Vous voyez? Mais ce qui se passe, c'est quand on regarde dans la cellule polluée, c'est que le polluant chimique, il va se coller sur les récepteurs, et même quelquefois, il va rentrer dans la cellule, et là, l'hormone ne pourra plus faire son travail. Elle ne pourra plus expliquer à la cellule de produire ça ou ça, telle substance ou telle substance. Et comment est-ce que c'est possible? Parce que justement, le polluant hormonal est polluant chimique. Il va imiter plus ou moins la forme de l'hormone naturelle et prendre sa place. C'est là qu'intervient le mimétisme. Donc ça, c'est bon. J'ai montré aussi que le coronavirus est un virus génétiquement modifié qui lui aussi va utiliser ces mêmes récepteurs, et quelquefois lui aussi rentrer dans la cellule
par les mêmes modes, et y compris les nanoparticules lipidiques, donc des injections expérimentales, qui elles aussi rentrent dans la cellule et donc vont aussi perturber tout le système immunitaire. Pour ceux qui pensent que les virus n'existent pas, je vais aborder ce sujet un peu sensible. On Ah, pourrait imaginer que le coronavirus était une forme de polluant. De toute façon, exactement. Alors pour ceux qui pensent que les virus n'existent pas, je moi je ne vais pas rentrer dans le débat parce que de toute façon, heu, il peut y avoir des toxines chimiques qui imitent des virus, de toute façon. Ou peu importe, il y a une toxine chimique qui est fabriquée et qui peut, atteindre, l'équilibre hormonal et l'équilibre, de l'homéostasie et qui peut être un toxique. Donc, vous pouvez répandre une toxine chimique qui va attaquer votre cerveau. Qu'est-ce qui va se passer? Si on prend l'exemple d'un un virus ou une toxine qui va attaquer le cerveau, voilà, neurologique, des toxines neurologiques. Les armées, les militaires savent très bien fabriquer des toxines neurologiques. Donc, comment ils font? De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui va attaquer l'homéostasie? Qu'est-ce qui va attaquer l'organisme? L'organisme, vous pouvez l'attaquer avec une substance chimique et quelquefois, les substances bactériennes aussi peuvent attaquer l'organisme. Alors ensuite, les militaires peuvent utiliser des parties de certaines bactéries, les militariser et ensuite s'en servir comme des polluants, en gros, comme des polluants chimiques. Bon. Et ils peuvent faire la même chose en prenant des particules lipidiques. Et des particules lipidiques, c'est quoi? C'est des petites boules de gras. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En gros, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font les scientifiques et les militaires? Ils prennent le modèle de la nature. Donc si on regarde là, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit une cellule à gauche, on voit une cellule normale. Bon, eh bien, cette cellule normale, elle est composée de quoi? Elle est composée d'une membrane. Et à l'intérieur, il y a un noyau. Bon, dans le noyau, il y a l'ADN qui va dire, qui va comporter les gènes. Et les gènes, ensuite, ils vont dire comment fabriquer des protéines, comment ensuite la cellule va interagir avec son environnement. Bon, eh bien, si on regarde cette composition de cellules, eh bien, les chimistes, ils font quoi? Ils se disent, ben, on va faire pareil. On va reconstituer artificiellement une cellule. Comment? Eh bien, on va faire une boule de gras, parce que la membrane de la cellule, elle est lipidique, c'est-à-dire que c'est du gras. Comme elle est dans le sang ou dans un milieu aqueux, de l'eau, il faut qu'il y ait une membrane de gras pour empêcher que le milieu aqueux rentre dedans ou que le milieu aqueux qui est à l'intérieur de la cellule sorte. C'est comme comme une enveloppe étanche de gras. Bon, et ben ils se disent on va faire pareil. On va fabriquer une enveloppe étanche de gras sous forme de nanoparticules, voilà, des petites, complètement chimiques, parce qu'ils vont mettre 4 sortes de gras dedans. Alors ça, je l'explique bien dans mon bouquin qui va sortir. C'est totalement, ça n'existe pas dans la nature. Et en plus de ça, ces boules de gras, ils ont déposé des brevets dessus, ils ont déposé des marques industrielles, donc des marques de laboratoire, ce qui fait qu'ils ne disent même pas ce qu'il y a dedans. Et ces boules de gras en elles-mêmes, qui sont des nanoparticules, elles sont toxiques. En elles-mêmes, elles peuvent être toxiques. Vous mettez rien du tout à l'intérieur, vous injectez des souris avec, eh bien les cellules, les souris, sont soit malades, soit mortes. Et là, il y a eu des études qui sont sorties là-dessus. Bon. Et si en plus, à l'intérieur de ces boules de gras, vous insérez de l'ADN, alors de l'ADN qui est supposé ensuite, une fois qu'il va rentrer chez vous, dans votre organisme, qui est supposé dire aux cellules fabriquer telle sorte de protéines ou telle sorte d'autres protéines qui peuvent être toxiques. Bon, eh bien si vous mettez en plus un ADN toxique qui va dire à vos cellules fabriquer
une, une substance toxique étrangère, qui vous est étrangère. Eh bien, à ce moment-là, vous avez transformé cette boule de gras avec de l'ADN toxique dedans en une espèce d'arme, quelque part, en tout cas, de polluant. Et donc, vous pouvez très bien fabriquer ce genre de nanoparticules lipidiques que vous allez injecter, soit par des piqûres, soit par l'inhalation, soit par la peau, et qui va perturber votre homéostasie. Et s'il commence à la perturber dans les ovaires ou dans le cerveau, eh bien, ça peut entraîner aussi la mort. Voilà. Et donc, ils peuvent aussi mettre des particules ou utiliser des bactéries, militariser des bactéries, ensuite faire des épandages de bactéries. Après, vous voyez, donc, que ce soit sous forme de virus, où on a dit c'est un virus, mais rien ne prouve que c'est le virus qui a causé la maladie. Là, il y a la question de la causalité. Et la causalité, en l'occurrence, dans l'affaire Covid, elle n'a jamais été démontrée. Jamais. Jamais. Bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'il suffit qu'il y ait les scientifiques, les premiers scientifiques qui lancent l'affaire. En l'occurrence, c'était des scientifiques manipulés, c'était les Chinois, mais pas que Chinois tout seuls, Chinois avec des, des acolytes américains, australiens et anglais, qui ont fabriqué et qui ont dit, voilà, c'est ça, c'est ce virus qui cause cette maladie. Bah non, ils n'ont jamais prouvé. Il suffit qu'ils aient fait un papier où ils disent, voilà, c'est pas prouvé, mais quand même. Et les autres, ils reprennent le papier en disant, ah oui, oui, ça y est, ils ont dit que c'était prouvé. Ben non, c'est pas prouvé. Et vous avez tous les autres scientifiques du monde entier qui reprennent ce narratif qui est un mensonge, en gros. Enfin, eux vont dire au début, oui, mais on ne l'avait pas vraiment dit. Bon, après, peu importe. Tout le monde reprend le narratif en disant, ah ben ça, ils ont prouvé que c'était la cause. Alors déjà, non, ça n'a pas été prouvé. Bon. Alors après, mais qu'est-ce qui cause le problème? Parce que on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas eu de problème. Parce qu'il y a quand même eu des gens qui ont eu des symptômes qui étaient des symptômes très particuliers. Bon, bon le goût, l'odorat, tout ça, c'était très particulier, la fatigue, comme s'ils avaient été empoisonnés. Voilà. Donc, que on dise c'est pas un virus, peu importe, à la limite. C'est un poison. Il y a eu un poison. Voilà. Et le poison, il était enrobé dans une espèce de nanoparticules de gras qui a eu un effet souvent toxique, neurotoxique. Et les militaires, les armées, savent fabriquer des neurotoxines. Ce sont des armes, des neurotoxines. Eh bien, les neurotoxines, comment elles sont fabriquées? Elles sont fabriquées sur le modèle des virus. Ce qui fait que vous ne saurez pas si c'est un virus, si c'est une neurotoxine, si c'est accidentel, si c'est intentionnel. Et si en plus, on vous met la neurotoxine dans une injection et qu'on vous dit c'est ça qui va vous soigner, alors qu'en fait, non, ça va en plus vous rendre malade, voyez l'engrenage. Voilà. Donc, c'est ce que j'explique dans mon livre qui va sortir en février-mars. Mmh. Donc pour résumer, les apprentis sorciers savent très bien tromper la nature. Ils ont tous les moyens aujourd'hui pour le faire. Eh ben, ils savent la polluer. Mmh. Ça, on ne Et peut la pas dire qu'ils ne savent pas la polluer. Ils savent la polluer. et Mais la berner, la nature se fait berner par, certaines, nanoparticules, oui, par exemple. et en plus, ils accusent la nature. C'est ça qui est pervers. C'est pervers. C'est de la perversion. Mmh. Parce qu'ils vont accuser la nature de leurs propres mots. C'est l'inversion accusatoire, Voilà. la fameuse. Je voulais qu'on fasse comment dirais-je? Une parenthèse sur, quelqu'un qui vous a beaucoup inspiré, c'est Rachel Carson, Oui, très inspirante. Vous pouvez nous en dire 2 mots? eh bien, alors, est-ce que j'ai la main? Voilà. Je Mmh. vais vous mettre ça à la main. Rachel Carson, c'était une biologiste marine américaine qui, dans les années 60, a été en fait la première lanceuse d'alerte. Voilà. On a reproduit dans le livre, on a reproduit son portrait.
elle a été la première lanceuse d'alerte parce qu'elle a été la première, parce qu'elle aimait bien la nature et qu'elle se baladait toujours dans la nature face à la mer, qu'elle était complètement émerveillée par tout ça. Elle a vu que les espèces sauvages commençaient à diminuer, commençaient à être atteintes et elle a écrit un livre qui s'est appelé Le Printemps silencieux en 1961, qui a été un best-seller et qui est un excellent livre. Et donc, elle a montré comment, en fait, tout ce qu'elle observait, ça venait en gros des pesticides qui étaient largués par avion à l'époque. Et maintenant, ils veulent de nouveau larguer ça par drone. Et il y a même un projet de loi au Sénat en ce moment où les sénateurs veulent autoriser l'épandage de pesticides par drone. Donc voilà, on est en pleine régression. Et donc, elle a montré aussi comment ces particules de pesticides se concentrent au fur et à mesure dans le plancton, dans les poissons. Après les poissons, ça se concentre encore dans les aigles, par exemple les aigles marins, qui sont les aigles à tête blanche, qui sont les symboles des États-Unis, hein, l'emblème des États-Unis, commençaient à disparaître. Les œufs devenaient friables, ils se reproduisaient plus, vous voyez. Et donc, c'est là qu'elle a écrit son livre où elle explique tout. Et franchement, il est très bien écrit, il se lit agréablement. Et je recommande à tout le monde de le lire. On le trouve partout dans toutes les librairies. Et aux États-Unis, c'est obligatoire à l'école de le lire. Et franchement, c'est un best-seller. Et on peut, en 1960, elle avait déjà tout compris et elle expliquait déjà tous les mécanismes des pesticides et compagnie. Et déjà, elle disait, en 61, on est à la croisée des chemins, il faut choisir le bon chemin, même si c'est le plus difficile, si on veut vraiment que la planète s'en sorte, il faut choisir le bon chemin, c'est-à-dire le chemin qui n'est pas le chemin de la pollution chimique. Voilà. Mmh. Est-ce que vous pourriez aussi nous toucher 2 mots de la déclaration de Wingspread? Ah, Alors, qui la est mentionnée déclaration dans de le livre. Wingspread, Ouais. voilà, c'était donc 30 ans après 61, Mmh. 1991, où justement tous les scientifiques qui avaient lu Rachel Carson se sont réunis à Wingspread, toutes spécialités confondues, et ils avaient entre-temps, en 30 ans, puisque elle avait lancé l'alerte, eux, ils ont fait après les études pour voir, compter les animaux, et voir comment justement la nature avait été impactée, avait été touchée par ces produits chimiques. Et quand ils ont eu fait cette espèce de bilan à partir de l'alerte, eh bien, ils ont fait ce qu'on appelle la déclaration de Wingspread, où sont les premiers à avoir parlé du mot perturbateur endocrinien. C'est eux qui ont lancé le mot perturbateur endocrinien, sont des perturbateurs hormonaux. Et ce qu'ils disent surtout à l'époque, c'est regardez, euh, si toute la nature est touchée et polluée, est-ce raisonnable de penser que les humains ne vont pas l'être? Et bien sûr que si, bien sûr que si. Mmh. Voilà, c'est ça la déclaration de Wingspread. C'est les perturbateurs chimiques ne vont pas épargner les humains. Mmh. Et en particulier à Wingspread, donc, ils avaient aussi regardé les problèmes des alligators. Donc, il y avait des alligators qui avaient des micro-pénis parce qu'ils étaient pollués. Bon, alors on va se dire, ah, est-ce que c'est applicable aux humains? Bah, les mécanismes biologiques sont des mécanismes biologiques qui vont s'appliquer aux humains. Voilà. Alors, s'il y en a qui en ont rien à faire de la pollution, si on leur parle de la taille de leur pénis, c'est pas le même problème, hein. Là, ça, il y a une oreille qui s'ouvre, bah oui, bah oui. Donc, c'est là où il faut un peu réfléchir à ce qu'on fait. Et Mmh. donc, les perturbateurs à Wingspread, ils ont aussi dit, voilà, regardez, il y a un perturbateur qui s'appelle le distilbène. C'est quoi? C'est un produit chimique et c'est un médicament qui imite une hormone féminine et qui a créé des dégâts énormes chez la descendance des femmes quand elles étaient enceintes, qui ont pris ce produit, ce médicament, parce qu'on leur disait que c'était bien contre les fausses couches. Bon. Et si on regarde, c'est la formule chimique du distilbène, c'est un perturbateur endocrinien qui ressemble énormément au bisphénol A d'ailleurs,
Et le distilbène, c'est un peu la copie du bisphénol A. Bon, sauf que le bisphénol A, eh ben, on l'a toujours dans nos conserves, on l'a toujours, hein. Bon, Mmh. eh bien, cette maladie-là, qui faisait que les enfants de ces femmes, eh bien, ils avaient des hormones qui étaient perturbées, et ça s'est vu sur 3 générations. Et les femmes elles-mêmes, elles avaient des cancers du sein. Les enfants, ils ont des malformations congénitales, celles qu'on a vues, vous voyez, euh, cryptorchidie, hypospadia, et ce qu'on appelle du pseudo-hermaphrodisme, c'est-à-dire que la différenciation sexuelle ne se fait pas très bien. Bon. Et les filles avaient des formes d'utérus en T, cancer du vagin, et malheureusement, et les garçons, hypospadia, cryptorchidie et micropénis. Bon. Mais malheureusement, ça se retrouve sur plusieurs générations. Actuellement, on est à la 3e génération. Et vous avez des femmes et des hommes actuellement qui souffrent de cette pollution chimique, hormonale, qui est arrivée à leur grand-mère. Vous voyez? Ça, c'est très grave. Et on en est toujours là. Alors, ceux qui veulent se renseigner peuvent aller voir une association qui s'appelle Death is It. DES, DES comme dit Stilben, is it. Voilà. Mmh. Vous dites aussi, vous parlez de l'effet cocktail notamment et cette notion aussi, nouvelle qui dit que la dose ne fait plus forcément le poison. Ça, c'est une notion importante que Bah, vous la dose ne fait plus le poison parce que déjà, si vous avez une dose pendant la grossesse, c'est pas pareil que si vous avez une dose chimique mmh, en dehors de la grossesse. Et en plus de ça, si selon la fenêtre de temps, vous pouvez avoir la même dose si le bébé il est à tel mois de gestation ou à telle semaine de gestation, c'est pas la même chose qu'à tel autre, parce qu'il va pas développer les mêmes organes. Vous voyez? mmh, S'il est pollué, le poison, le même poison, s'il intervient au moment où les testicules descendent, c'est pas pareil que après ou avant. Ça aura pas le même impact. Donc c'est ça que la dose fait pas toujours le poison. Et quelquefois, la même dose, une dose moindre, pourra faire un effet plus important. Et en plus de ça, une dose moindre, mais qui sera dans le corps au voisinage d'autres polluants chimiques, il pourra y avoir une convergence, si vous voulez, en 3D, qui va faire que un polluant chimique, mais à dose pas importante, et un autre polluant chimique, s'ils se combinent, pourront avoir un effet très grave. Vous voyez? C'est ça qui fait que la toxicologie actuellement, elle est en train d'évoluer et qu'on ne dit plus automatiquement c'est la dose qui fait le poison. Parce que mmh. quelquefois, à des doses moindres, ça peut être plus grave. Il y a la question des effets, cocktail ou ce qu'on appelle aussi les effets cumulatifs, qui n'ont d'ailleurs pas été étudiés dans le cas des vaccinations au pluriel. Les effets cumulatifs de vaccins qui sont injectés en même temps ou à des intervalles trop courts. Ça Bien revient sûr, mais aussi. pas que les vaccins, tous les Mmh, médicaments. bien sûr. Actuellement, Mmh, vous avez des ordonnances, ils donnent aux gens 4-5 médicaments. On ne sait absolument pas, au bout de 2, on ne sait plus mmh, quels sont les effets. Bon, et je ne parle même pas des médicaments qu'on donne aux personnes âgées, je ne parle même pas des médicaments psychotropes qu'on donne à tout le monde d'une façon éhontée, et je ne parle même pas des effets psychiatriques de tous ces médicaments, y compris des effets dont je parlais déjà dans mon livre en 2011, des effets de certains antidépresseurs qui décuplent la violence au point de provoquer des crimes et des actions de masse, des gens qui se mettent à tuer plein d'autres, vous voyez, des crimes de masse, hein, simplement parce qu'ils ont, on va dire, pété un câble, mais parce ils sont sous traitement psychiatrique, et on dit, ah oui, mais ils prennent pas leur traitement. Bah oui, sauf que on peut classer, et je donne le classement dans mon premier livre, on peut classer les psychotropes, les antidépresseurs, hein, en gros, hein, on peut les classer selon le degré de violence qu'ils vont générer de façon statistique. Donc on sait que tel médicament peut provoquer tel degré de violence. Parce que les gens, ils passent à l'acte beaucoup plus facilement parce qu'ils sont désinhibés. Donc ils sont impulsifs.
Ils ne peuvent plus, différer, l'acte, vous voyez? Donc il suffit qu'ils c'est pour ça que chaque fois qu'on entend dans un fait divers, oui, telle personne a été poignardée et il y a eu, 50 coups de couteau. Ah oui, pourquoi 50 coups de couteau? C'est là, il faut se dire: «Attention, quelqu'un de sain, un meurtrier, il va donner deux trois coups de couteau pour être sûr, qu'il a bien, réussi son coup. Mais quand il y a 50 coups de couteau, c'est là où il faut se demander est-ce que la personne n'est pas sous psychotrope? Parce Mmh. que à ce moment-là, c'est comme un disque qui est rayé, il donne un coup, mais il continue 50 fois. Simplement parce que son disque est rayé. Et il y a des médicaments psychotropes qui sont connus pour faire ça. Mais bon, ça, on n'en parle jamais. Voilà. D'ailleurs, j'ai lu, il y a quelque temps que des études avaient été menées prouvant le lien entre la prise d'antidépresseurs et l'augmentation de maladies, neurodégénératives. Bah, ça, il y en a plusieurs, mais il n'y a pas que. Oui, il y a plusieurs études là-dessus, Mmh. mais les maladies neurodégénératives, c'est pas que les médicaments antidépresseurs, hein. Parce que vous avez aussi beaucoup d'autres médicaments dont on n'a pas encore mis en évidence les effets neurodégénératifs. Mais il y en a. Mais il y en a. Mmh. Mais évidemment que les agences de santé ne font pas leur travail, il faut dire la vérité. Malheureusement, les universités sont de plus en plus sous la coupe des industriels. Les agences, les instituts scientifiques français ne sont plus ce qu'ils étaient, pareil, comme l'OMS. Le CNRS, ils ont plus de crédit. Et en plus de ça, le CNRS maintenant, pareil, ils exercent de la censure. L'INSERM, pareil, n'en parlons pas. L'INSERM, au lieu de laisser les chercheurs chercher, ils disent aux chercheurs, vous devez dire ça, ça, ça et ça, et si vous ne le dites pas, on vous coupe vos crédits. C'est aussi simple que ça. Et je l'ai vu de nombreuses fois. Et j'ai assisté en plusieurs décennies à la régression de la recherche publique voulue. Parce qu'à partir du moment où les chercheurs n'ont plus de crédit, Mmh. bah, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont obligés d'aller chercher chez les crédits dans le privé. Et le Dans le privé, privé. si vous trouvez quelque chose qui est intéressant, eh ben, ils vont garder le brevet pour vous, pour eux. Et si ça gêne un produit qu'ils ont déjà sur le marché, ils vont le mettre dans un tiroir. Ce qui fait que on peut plus trouver des choses très intéressantes et même des produits qui guérissent. Il y aura un problème parce que si c'est le privé qui va s'en emparer, s'ils ont des produits sur le marché qui guérissent pas, mais qui peuvent donner à vie, bah, comme eux, ils veulent faire des profits parce que c'est leur nature, et ben, ils vont garder le produit qui guérit, pour eux peut-être, pour leur famille. Mmh. En parlant de corruption, l'affaire du bisphénol A, ça en est où en fait? On en trouve partout autour de nous, où on en est avec cette molécule ou ce produit? Bah, le bisphénol A, vous voyez, vous avez le distilbène là. Mmh. J'ai un autre dessin où on voit voilà, bah, voilà, le bisphénol A, vous voyez? C'est un plastique qui, à l'origine, avait été inventé comme une hormone féminine, parce que ça imite l'hormone féminine. Donc ça avait été inventé au début même pour être une pilule contraceptive, vous voyez? Et comme ils ont trouvé le distilbène après qui était plus efficace selon eux, ils ont laissé tomber le bisphénol A, mais ils l'ont incorporé dans des plastiques et se sont aperçus que ça durcissait le plastique tout en le laissant transparent, donc c'était intéressant. Donc ils ont fabriqué, voilà le bisphénol A, vous voyez en bas là, par rapport au distilbène, en gros c'est un peu pareil. Bon, le distilbène, on sait comment il est toxique, donc c'est pas étonnant que le bisphénol A soit aussi très toxique. Alors il était dans les biberons pour les bébés. Donc, vous voyez, à droite, j'ai mis la chaîne polycarbonate. Ce sont des polycarbonates. Eh bien, si vous chauffez ça, cette chaîne, le bisphénol, il va se détacher du phosgène Mmh. et il va se retrouver dans le lait du biberon. Et donc, les bébés, ils auront directement des hormones féminines dans leur lait de biberon.
C'est ce qui s'est passé pendant des années, hein. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont remplacé ça par du bisphénol S ou F. Mmh. C'est toxique aussi, c'est pareil, c'est hormonotoxique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là? Il faut pas de biberons en plastique, il faut des biberons en verre et pareil, si vous avez du, bisphénol et c'est le cas à l'intérieur de toutes les conserves, que ce soit des canettes ou que ce soit des boîtes de conserve, l'intérieur de la boîte de conserve, il y a une pellicule en plastique, Mmh. qui Ouais. contient du bisphénol. Voilà, c'est aussi clair que ça et donc à l'intérieur, comme les boîtes de conserve, pour, les rendre, pour qu'elles ne soient pas, polluées par des bactéries, bon, elles sont stérilisées, mais pour les stériliser, il les faut monter en chaleur, hein. Donc si vous faites monter en chaleur l'intérieur d'une boîte de conserve avec ce qu'elle contient, il y aura une partie qui va migrer, c'est Mmh. sûr. Et un biberon qui ne serait pas chauffé? Parce que bon, par exemple, on peut donner des biberons, non chauffés à un bébé. Il y a un risque quand même? Bah, moindre, mais pourquoi prendre un risque, hein? Tout à fait, on est d'accord. Pourquoi prendre un risque, Oui, hein? on est tout à fait d'accord. Vaut mieux du verre incassable, ça existe, pourquoi aller chercher la difficulté? Il y a du verre incassable, on prend du verre incassable. Bon, c'est un peu plus lourd dans le sac, OK, d'accord, mais ça vaut le coup. Maintenant qu'on sait, alors il y en a qui savaient pas, bon, bah, d'accord, en plus ils le mettaient au micro-ondes, bah, c'est pas génial non plus, hein, c'est encore pire même, bon. Bon, on peut le mettre aussi, bon, au bain-marie, c'est pas mieux, que ça chauffe. Bon, c'est pas mieux, hein. Mmh. En parlant de bébés, on peut être inquiet pour la reproduction humaine, dans les années qui viennent, déjà actuellement? Bah, déjà actuellement, hein, on le sait qu'il y a une baisse de la fertilité, les bébés et en plus de ça, là où il y a un vrai scandale, peut-être qu'on va terminer là-dessus. Mmh. Qu'est-ce qui a un vrai scandale? Ce sont les obligations vaccinales, pour les nourrissons. Voilà, ça c'est Actuellement, un scandale. ouais, surtout qu'il y a aucune étude, finalement, avec, du recul et des études indépendantes sur l'efficacité et la non-toxicité, finalement. Bah, surtout sur la non-toxicité. Donc actuellement, on est passé de 3 à 11 vaccins avec, Macron. Quand Macron est arrivé au pouvoir, alors qu'il en avait jamais parlé, la première chose qu'il a fait faire à Édouard Philippe et à Buzyn et à Véran qui à l'époque était, député, ça a été de rendre 11 vaccins obligatoires au lieu des 3 qui étaient obligatoires. Bon. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Tant qu'on n'aura pas supprimé les obligations vaccinales, il y a il y a on n'aura pas la paix sur la santé. Il faut supprimer les obligations vaccinales. Après, chacun, s'il veut librement vacciner son bébé qui vient de naître contre, une maladie qu'il aura jamais ou que de toute façon on sait soigner, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais il ne faut pas obliger les gens à s'injecter des produits dangereux dans le corps et à l'injecter aux bébés. Parce que les bébés, ils n'ont pas encore fabriqué leur système immunitaire, que déjà on les pollue. C'est de la pollution des bébés. D'autant Et plus donc, qu'il est prouvé que dans les pays, voisins où il n'y a pas d'obligation, il y a une assez bonne couverture puisque la recommandation ou la confiance entre le patient et le médecin marche plutôt bien, apparemment, d'après les chiffres. bon, bah, après, il y a la propagande qu'on veut, hein, ça, c'est Ah pas le oui, ça problème. c'est l'ingénierie sociale et médiatique, effectivement. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que Mmh. les enfants non vaccinés sont en bien meilleure santé que les enfants vaccinés. Donc j'en parle dans le livre, je dis sur quelle maladie, et en particulier l'autisme. Bon, tout ça est très bien documenté maintenant, ça le sera de plus en plus. Il y a Robert Kennedy Junior qui fait un très bon travail là-dessus. Ils ont comparé, par exemple, les Amish. C'est une Oui, communauté religieuse américaine qui est proche de la nature et qui refuse les vaccins. Ils mmh, ne connaissent pas l'autisme, vous voyez? je confirme, je suis au courant de cette étude. Voilà.
Pas un Donc seul cas d'autisme, parmi eux. donc la première chose à faire et à mon avis, le scandale des scandales, c'est celui-là, c'est, arrêter les obligations vaccinales. Arrêter ça. Ceux qui veulent se vacciner, ils se vaccinent Mmh. et ceux qui veulent pas, ils se vaccinent pas. Et on évite en plus d'aller créer et inventer des vaccins contagieux parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Les Ils autoréplicants. inventent Oui. Ils inventent des vaccins autoréplicants, c'est-à-dire quelqu'un qui va être vacciné, et ben, au contact d'autres personnes, eh bien, il va leur passer les toxines. En fait, ces toxines, quoi, c'est des toxines. Et ce sont des toxines qui vont être contagieuses. Et le vaccin va s'auto-répliquer. Donc ça aussi, ça devrait être interdit. Et voilà, première chose, c'est ça. Un grand merci. Alors, je remontre cette bible des perturbateurs endocriniens. Je tiens à dire que nous avons abordé, à peine, 10 de ce qui est dans ce livre. Donc je vous conseille de l'acheter si vous êtes curieux d'en savoir plus. Voilà, pour éviter cette, grande transformation de la nature non désirée et qui pourrait avoir des conséquences assez catastrophiques. Je vous remercie infiniment pour ce travail minutieux, Corinne Lalo, qui êtes, une des dernières journalistes vivantes de cette espèce en voie de disparition que sont les journalistes d'investigation. Mais Merci il y pour a plein de jeunes comme vous, hein, c'est un travail d'investigation que vous faites. à Voilà. ma manière, mais Bien sûr, vous allez l'information, prendre la relève. c'est du travail. En tout Ah, cas, je confirme que c'est du travail quand même. je peux confirmer, voilà, pour les curieux, c'est une bible. Merci à vous. Merci à vous.